En ce moment même, à 400 kilomètres au-dessus de nos têtes, les astronautes de la Station spatiale internationale ne flottent pas paisiblement. Ah non, pas du tout. Bah, en réalité, ils tombent Ouais, il chute vers la Terre. à une vitesse effarante, genre 20 000 km par heure, et c'est un plongeon vertigineux qui, miraculeusement, s'arrête jamais. C'est fou quand on y pense. Totalement. On a souvent l'habitude de percevoir la physique classique comme une science un peu austère, des lois poussiéreuses qu'on a vaguement apprises pour passer un examen, quoi. C'est clair, le fameux cauchemar des équations au tableau. Voilà. Mais quand on y regarde de plus près, bah, c'est littéralement le manuel d'instruction invisible de notre univers. Et pour notre décryptage d'aujourd'hui, notre point de départ, c'est un véritable cheval de Troie intellectuel. Je suis fascinée par ce qu'on a trouvé. L'expression est super bien choisie, parce que les sources sur lesquelles on s'appuie aujourd'hui sont, en apparence, d'une simplicité trompeuse. Ouais, on parle quand même d'un truc très scolaire. Exactement. C'est une série de 20 questions-réponses de physique destinées à des élèves de classe de troisième. Donc des ados d'environ 14 ou 15 ans. C'est ça. Le matériel aborde la mécanique, les forces, le principe d'inertie, la chute libre. Et à première vue, on pourrait se dire, bon bah c'est juste une révision des bases. Une petite piqûre de rappel. Oui, mais en réalité, ces concepts recèlent des implications hyper profondes qui déconstruisent totalement notre intuition quotidienne. Et l'objectif de notre exploration, c'est justement de dépasser ce vernis de l'évidence. Notre auditoire maîtrise déjà les définitions de base. On sait ce qu'a une vitesse ou un poids. Bien sûr. Ce qui nous intéresse, c'est d'extraire la mécanique sous-jacente, le pourquoi et le comment qui se cache derrière. Et pour commencer, avant même de regarder vers les étoiles, je crois qu'il faut examiner ce qui se passe juste sous nos yeux. Sur la table du salon, par exemple. Exactement. Et ça nous amène au cœur d'un problème fascinant, la grande illusion du repos absolu. Ah, ça, c'est un concept génial, parce que l'intuition humaine est programmée pour associer l'immobilité à une absence totale d'action. Bah oui, un objet posé sur une table, ça nous paraît être le calme plat. On se dit naturellement que s'il bouge pas, bah, c'est qu'il se passe rien. C'est ça, si on prend une simple tasse de café posée là, le réflexe c'est de dire qu'elle tombe pas parce que la table est solide. Ouais. Sauf que scientifiquement parlant, la solidité, c'est pas une force. Attends, du coup, il se passe quoi réellement au niveau microscopique pour empêcher cette tasse de traverser la matière? Eh ben, il faut visualiser un véritable champ de bataille électromagnétique. La tasse possède une masse, on est d'accord, Ouais, bien sûr. et la gravité terrestre la tire inexorablement vers le centre de la planète. C'est son poids. D'accord. Donc pour que la tasse reste parfaitement immobile, la table doit exercer une force de réaction dirigée vers le haut. Et cette force, elle compense ce poids au gramme près. Au niveau atomique, ça donne quoi? En fait, les nuages d'électrons des atomes de la tasse entrent en contact avec les nuages d'électrons de la table. Oh, je vois. Et comme ils ont la même charge. Exactement. Ils ont tous les deux une charge électrique négative, donc ils se repoussent avec une force phénoménale. Les liaisons moléculaires de la table, c'est comme des milliards de minuscules ressorts. Des ressorts qui se compriment sous le poids de la tasse et qui repoussent vers le haut, c'est ça, hein? C'est exactement ça. Donc l'immobilité parfaite, c'est pas du tout le repos, c'est un affrontement titanesque où personne gagne. Totalement. J'aime bien utiliser une analogie pour ça, le tir à la corde. Ah oui, très bonne image. Imaginons deux équipes de sportifs professionnels. Si les deux équipes tirent avec une force colossale mais rigoureusement identique, le petit drapeau au centre de la corde, il reste parfaitement immobile. Il bouge pas d'un millimètre. Drôle. Voilà. Pour un observateur lointain, il se passe rien, le drapeau est au repos. Mais si on s'approche, bah on voit la sueur, les muscles tétanisés, l'énergie de dingue qui est déployée. Ouais, le repos, c'est une tension maximale qui s'annule. C'est une métaphore vraiment parfaite. Et ça soulève d'ailleurs une implication majeure sur la nature même du mouvement. C'est-à-dire, Bah, si toutes les forces qui s'exercent sur un objet s'annulent parfaitement, comme dans ton tir à la corde, la physique nous dit que l'objet reste au repos ou bien qu'il est en mouvement rectiligne uniforme. le fameux principe d'inertie de nos cours de troisième. Voilà. D'un point de vue strictement mécanique, être immobile sur une chaise ou avancer en ligne droite à 1000 km/h dans le vide interstellaire, C'est la même chose. c'est rigoureusement la même situation d'équilibre. Les forces se compensent. D'accord. Alors là, je suis obligée d'intervenir. Parce qu'il y a quand même un conflit majeur entre cette affirmation mathématique et notre expérience biologique de tous les jours. Je sens l'objection arriver. Bah oui, la physique affirme qu'un objet au repos et un objet en mouvement uniforme, c'est le même équilibre des forces. Très bien, mais biologiquement, mon corps fait super bien la différence entre être assise dans mon salon et rouler à 130 sur l'autoroute. C'est vrai.
Pourquoi on a cette déconnexion entre la théorie pure et ce qu'on ressent? C'est une excellente question. En fait, la déconnexion vient des parasites de notre environnement. C'est pas les lois du mouvement elles-mêmes. Des parasites. Ouais. Ce que le corps humain perçoit sur l'autoroute, c'est pas la vitesse uniforme. C'est impossible à ressentir. Notre oreille interne, et particulièrement le système vestibulaire, c'est un accéléromètre naturel. Il détecte les changements de vitesse, pas la vitesse elle-même. Exactement. Si on ressent le mouvement dans une voiture, c'est à cause des imperfections de la route. Les petites bosses créent des micro-accélérations verticales. Il y a aussi les vibrations du moteur, le bruit de l'air contre la carrosserie. Du coup, si on était dans un train à suspension magnétique, genre parfaitement silencieux, dans le noir absolu, On serait totalement incapable de dire si on avance à 500 km/h ou si on est à l'arrêt à la gare. c'est pour ça que la Terre nous semble immobile en fait. Mais oui, notre planète file à plus de 100 000 km/h autour du Soleil, et on sent absolument rien. Tant que la vitesse est constante et la trajectoire droite, le mouvement est indétectable de l'intérieur. Sauf que dans notre quotidien, la Terre est remplie de freins invisibles, comme les frottements. C'est ça le piège. C'est pour ça qu'avant Galilée, on croyait qu'il fallait une force continue pour entretenir un mouvement. Genre, on coupe le moteur d'un bateau, l'eau frotte sur la coque, et le bateau s'arrête. Voilà. Mais dans le vide spatial, une fois lancé, un objet va continuer sa course en ligne droite pour l'éternité, sans aucun moteur. Son état naturel, c'est de continuer tout droit. Ce qui explique un autre phénomène, qu'on interprète super mal, les virages en voiture. Ah oui, le grand classique. Poussé vers l'extérieur. On est écrasé contre la portière. La fameuse force centrifuge. Bah oui. C'est une des plus grandes illusions sensorielles de notre quotidien. Il n'y a absolument aucune force qui pousse le passager vers l'extérieur du virage. Attends, sérieusement? Mais je la sens, moi, cette force. Ce qui se manifeste dans ton corps à cet instant, c'est précisément le principe d'inertie. Comment ça? Le corps humain, comme tout objet, a une masse. Et donc il veut persévérer dans son mouvement rectiligne initial. Il veut juste continuer tout droit, quoi. Oh, je vois. Donc c'est pas moi qui suis éjecté vers la portière. Non. C'est la portière qui tourne et qui vient violemment à ma rencontre pour m'obliger à dévier de ma ligne droite? Ouais, c'est exactement ça. Les pneus s'agrippent à la route et forcent la voiture à changer de direction. Mais ton corps à l'intérieur, il n'est pas soudé au châssis. Donc il va tout droit. Jusqu'à ce qu'un obstacle, genre la ceinture de sécurité ou la portière, exerce sur lui une force suffisante pour modifier sa trajectoire. Ce qu'on appelle la force centrifuge, c'est juste la résistance de ta propre masse face à un changement de direction imposé. C'est dingue de voir les choses sous cet angle. Et cette notion de changement de direction, ça nous oblige à affiner un peu le vocabulaire. C'est essentiel, oui. Le document source fait un travail très précis pour séparer la notion de trajectoire de la notion de vitesse. La trajectoire, c'est simplement la trace géométrique laissée dans l'espace. Le chemin physique, quoi. Alors que la vitesse, c'est pas juste le petit chiffre qui s'affiche sur le compteur de la voiture. En physique, c'est une grandeur vectorielle. C'est une distinction cruciale. Si on pense à la vitesse juste comme à un chiffre, la vitesse scalaire, ça suffit pas pour comprendre la mécanique du monde. Un vecteur vitesse, ça a toujours 3 caractéristiques indissociables. Lesquelles? Une direction, qui est la droite d'action dans l'espace, un sens qui indique l'orientation sur cette droite, et enfin sa valeur, sa norme, qui correspond à la rapidité. Du coup, pour reprendre l'image de la voiture, le compteur à aiguille nous donne juste la norme, 100 km/h. Voilà. Mais le vecteur vitesse, c'est un outil beaucoup plus puissant. C'est comme si le tableau de bord intégrait un GPS directionnel ultra précis qui te dit 100 km/h sur l'axe nord-sud en direction du nord. C'est une très bonne image, parce que sans ces 3 paramètres, c'est impossible de prédire où sera la voiture dans une heure. Et ça amène à un paradoxe super intéressant sur le concept d'accélération. Ah oui, très contre-intuitif ça aussi. Parce que dans le langage courant, accélérer, c'est appuyer sur la pédale pour que le chiffre sur le compteur augmente. Ouais, on veut aller plus vite. Mais en physique vectorielle, la définition est bien plus large, non? En effet. L'accélération en physique, c'est défini comme toute variation du vecteur vitesse. Et comme ce vecteur a 3 composantes, direction, sens, valeur, il suffit qu'une seule de ces composantes change pour qu'il y ait accélération. Donc, on peut parfaitement être en accélération sans jamais modifier le chiffre sur le compteur. Absolument. L'exemple parfait abordé dans les sourds de 3e, c'est le mouvement circulaire uniforme. Genre une voiture qui tourne sur un immense rond-point géant bloqué à une vitesse constante de 30 km/h. Sur ce rond-point, la valeur de la vitesse reste désespérément sur 30. Mais comme la trajectoire est un cercle, la direction vers laquelle pointe l'avant de la voiture change à chaque milliseconde. Le vecteur pivote continuellement. Donc la direction change. Voilà.
Et par conséquent, d'un point de vue strictement physique, ce mouvement à vitesse constante est un mouvement accéléré. C'est fou de se dire ça. Ouais, l'accélération ici ne sert pas à aller plus vite. Elle sert à tordre la trajectoire en permanence vers le centre du cercle, pour empêcher la voiture de filer tout droit par inertie. D'accord, l'accélération décrit le changement, quelle que soit sa forme. Mais poussons la logique à l'extrême. Vas-y. Le document évoque le cas du lancer vertical. On jette une balle en l'air, elle monte, elle s'arrête, puis elle redescend. Classique. Au sommet exact de sa trajectoire, pendant une fraction infinitésimale de seconde, sa vitesse est rigoureusement de zéro. Elle est figée en l'air. Exact. Pourtant, l'accélération à cet instant précis n'est pas nulle du tout. Comment on peut avoir une accélération alors qu'il n'y a plus aucun mouvement? C'est hyper paradoxal. C'est peut-être l'un des concepts les plus profonds de la cinématique. En fait, l'accélération, c'est pas le mouvement lui-même, c'est la promesse du changement de mouvement. La promesse du changement. J'aime bien comment c'est formulé. Au sommet de la trajectoire, la balle s'arrête, oui. Sa vitesse instantanée est de 0 mètre par seconde, mais la gravité terrestre, elle n'a pas pris de pause. La force de pesanteur continue de tirer la balle vers le bas de toutes ses forces. Donc la géométrie du vecteur subit une mutation invisible, c'est ça, hein? Exactement. Juste avant le sommet, le vecteur vitesse pointait vers le haut, mais sa valeur diminuait drastiquement sous l'effet de la gravité. Il raccourcissait à vue d'œil. Voilà. Au sommet, le vecteur a été entièrement grignoté, il disparaît un bref instant. Mais l'accélération gravitationnelle de 9,8 mètres par seconde au carré est toujours là. Elle est active, tapis dans l'ombre. Et c'est elle qui va faire renaître le vecteur dans l'autre sens le millionième de seconde suivant. C'est elle qui l'oriente vers le bas, oui. Si l'accélération était nulle au sommet, ça voudrait dire qu'aucune force s'exerce sur la balle. Et dans ce cas, en vertu de l'inertie, elle resterait suspendue dans les airs indéfiniment. Comme le coyote dans les dessins animés avant de capter qu'il est au-dessus du vide. Voilà, exactement cette image. Ça nous fait une transition parfaite vers cette force omniprésente, la gravité, qui dicte l'architecture de tout notre système solaire. On y arrive, enfin! Le document aborde la fameuse distinction entre masse et poids. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est une notion souvent acquise. La masse, c'est la quantité intrinsèque de matière, en kilogrammes, Oui, le nombre d'atomes en gros. et le poids, c'est la force d'attraction locale mesurée en newtons, la fameuse équation qu'on apprend tous. P égale M fois G. C'est ça. Mais ce qui est fascinant à décrypter ici, c'est la façon dont des questions en apparence hyper naïves frôlent les plus grands mystères de la cosmologie. C'est vraiment le cas. Prenons la question de la chute des corps. Si la force du poids dépend de la masse de l'objet, ça signifie que la Terre tire beaucoup plus violemment sur une enclume de 100 kg que sur une plume d'1 gramme. Logique. Et du coup, notre intuition voudrait que l'enclume, qui est tirée par une force 100 000 fois supérieure, tombe beaucoup plus vite vers le sol. C'est ce que tout le monde pensait avant Galilée. Et c'est là que le génie de la mécanique classique intervient. Parce que, dans un environnement sans friction atmosphérique, dans le vide absolu ou sur la Lune, L'enclume et la plume touchent le sol exactement au même moment, à la fraction de seconde près. le document appelle ça le principe de la chute libre pure. Mais quel est le mécanisme caché qui permet à deux objets soumis à des forces si inégales de tomber de concert? Comment c'est possible? C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et pour la petite histoire, c'est littéralement ce qui a empêché Albert Einstein de dormir pendant des années avant de formuler la relativité générale. Rien que ça. Ouais. En fait, il y a deux concepts de masse qui entrent en jeu et qui, par un miracle cosmique, s'avèrent identiques. D'un côté, t'as la masse grave. La masse grave, C'est la sensibilité d'un objet au champ de gravité. L'enclume a une grande masse grave, donc un grand poids. Mais de l'autre côté, t'as la masse inerte. C'est la résistance d'un objet au changement de mouvement. Donc plus un objet est massif, plus il est paresseux et difficile à mettre en mouvement. Mais oui, l'enclume subit une force gravitationnelle énorme vers le bas, mais elle possède aussi une inertie gigantesque qui s'oppose à sa mise en mouvement. Et la plume? La plume, au contraire, elle subit une toute petite force vers le bas, mais elle n'a presque aucune inertie. Elle est extrêmement facile à accélérer. Et ça s'équilibre parfaitement. C'est ça le miracle. Dans notre univers, la proportionnalité entre la force d'attraction qui veut faire tomber l'objet et la résistance au mouvement qui freine cette chute s'annule avec une précision mathématique parfaite. L'effet de la force supplémentaire sur l'enclume est exactement compensé par la difficulté supplémentaire à la déplacer. Du coup, l'accélération subie par la plume et l'enclume est strictement la même. C'est une symétrie presque effrayante. Totalement.
Sans les frottements de l'air pour ralentir la plume, la seule géométrie de l'espace suffit à dicter une chute unanime. Et ce concept de chute libre, ça nous ramène à notre point de départ. L'espace, la Station spatiale internationale et ces astronautes qui ont l'air de défier la gravité. Ouais, ce mythe de l'absence de gravité dans l'espace, c'est sans doute l'une des erreurs d'interprétation les plus répandues. On les voit flotter, donc on se dit qu'il n'y a plus de gravité, quoi. Sauf qu'à 400 km d'altitude, là où orbite l'ISS, la gravité terrestre est encore hyper puissante. Elle représente environ 90% de la force qu'on ressent ici sur Terre. 90%, donc l'attraction est carrément là. Bien sûr. Si on construisait une tour de 400 km de haut et qu'on lâchait une pomme depuis le sommet, elle tomberait presque aussi vite que chez nous. Alors, comment on explique que les astronautes évoluent en totale apesanteur apparente? Ils flottent d'un module à l'autre comme s'ils pesaient plus rien. L'explication, c'est une combinaison fascinante entre cette fameuse chute libre et le concept de vecteur vitesse qu'on a vu plus tôt. La station spatiale et ses occupants, ils flottent pas. Ils sont en état de chute libre permanente vers le centre de la Terre. Ils n'arrêtent pas de tomber. Voilà. Mais le secret de la mise en orbite, c'est la vitesse latérale. La station a été lancée horizontalement, parallèlement à la surface de la Terre, à une vitesse colossale. Ça me fait penser à la mécanique du boulet canon imaginé par Newton. Exactement, cette expérience de pensée. Si je tire un boulet depuis une montagne avec une petite vitesse, il parcourt quelques mètres en courbe et paf, il s'écrase. Si j'augmente la poudre, le vecteur vitesse horizontale est plus grand et la trajectoire s'allonge avant de toucher le sol. C'est le principe exact. Maintenant, imaginons que la vitesse horizontale soit tellement énorme, aux alentours de 28 000 km/h. Ouais. Pendant le temps nécessaire au boulet pour chuter d'un kilomètre vers le bas, la surface de la Terre, qui est une sphère, s'est courbée, fuyant sous le boulet d'exactement 1 kilomètre aussi. L'objet s'en approche. C'est brillant. L'objet tombe continuellement, mais sa trajectoire latérale est si rapide que sa chute épouse parfaitement la courbure de la planète. Il est condamné à rater la Terre pour toujours, en fait. C'est ça, l'orbite. Et puisque la station, les parois, l'air à l'intérieur, les caméras et les astronautes tombent tous ensemble exactement à la même vitesse sous l'effet de l'accélération, Il n'y a plus rien qui crée de résistance relative. c'est ça. Sans cette résistance, la notion de poids disparaît de l'expérience sensorielle. Les astronautes sentent plus leur poids, non pas parce que la gravité a disparu, mais parce qu'il n'y a plus aucun plancher, plus aucune table pour s'opposer à la gravité et créer cette sensation d'écrasement. Et cette mécanique vertigineuse, elle est universelle. Les sources de troisième l'appliquent d'ailleurs à la relation Terre-Lune. Le mécanisme est rigoureusement identique. La Lune orbite exactement comme l'ISS en fait. Complètement. La Lune n'est pas suspendue dans le vide par magie, elle a une masse colossale et elle subit la force de la Terre. Elle est littéralement en train de nous tomber dessus à chaque instant. Mais sa vitesse d'inertie latérale la sauve. Voilà, une vitesse acquise lors de sa formation il y a des milliards d'années. Ça la projette constamment sur le côté. Sa chute perpétuelle se transforme en une courbe infinie. Fermée sur elle-même. C'est incroyable. Ce que notre analyse nous montre aujourd'hui, c'est à quel point notre environnement immédiat et le cosmos tout entier sont tissés par ces forces invisibles. Des forces parfaitement orchestrées, oui. Qu'il s'agisse des électrons de la table du salon qui repoussent héroïquement une tasse de café, ou de la station spatiale qui chute indéfiniment sans s'écraser, les lois de la mécanique, c'est pas de simples règles écrites sur un tableau. C'est le tissu géométrique de la réalité. Chaque accélération résulte d'une négociation permanente entre l'inertie de la matière et les forces qui tentent de la dompter. Et ce qui est beau là-dedans, c'est cette cohérence implacable. Un infime changement dans ce fragile équilibre entre masse, force et vitesse, et la mécanique même de notre existence s'effondrerait. De manière catastrophique, c'est certain. Ce qui m'amène, pour conclure notre plongée dans ces sources, à une pensée un peu provocatrice. Une expérience de pensée dramatique, mais éclairante pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. On vient d'établir que l'équilibre cosmique de la Lune repose intégralement sur ce mouvement de fuite en avant, ce vecteur vitesse horizontale. Alors, imaginons un scénario impossible. D'accord. Que se passerait-il si une main gigantesque venait soudainement stopper net la course latérale de la Lune ? Si, l'espace d'un instant, son vecteur vitesse horizontale tombait à 0. Oula. L'orbite, qui dépend de cette course vers l'avant, n'existerait plus. La Lune, soudainement privée de son élan, se retrouverait dans la même situation qu'une pomme détachée de son arbre ou qu'une enclume lâchée dans le vide, sans vitesse latérale pour esquiver la courbure terrestre. La chute libre cesserait d'être un balai perpétuel, oui. Elle deviendrait une tragique ligne droite, s'accélérant inéluctablement vers notre sol.
C'est un rappel fascinant, je trouve, que la tranquillité millénaire de notre ciel étoilé, au même titre que l'immobilité apparente d'une tasse sur une table, ne tient au fond qu'à une magistrale et vertigineuse question d'élan et d'inertie.